D'abord, merci beaucoup de l'invitation, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. La présentation que je vais vous faire, en fait, j'ai été pendant 15 ans à Montréal, j'ai été postdoc chez Alain, et donc j'ai eu l'occasion de travailler sur différents domaines avec Alain. J'ai tout un intérêt pour ses recherches, ce qui fait que quand je suis rentré en Suisse en 2013, j'ai pris un poste en Suisse, j'avais comme objectif de dire, tiens, on va ramener la bonne parole québécoise sur les préventions des risques psychosociaux. On va essayer de faire ça, mettre en œuvre ça en Suisse. J'ai toujours fait la navette à peu près 6-8 fois par année, histoire de maintenir des mandats en activité en Suisse régulièrement. Quand j'étais en Suisse, je venais au Québec. Quand je suis au Québec, j'allais en Suisse. Et je faisais donc de l'intervention, ça fait 25 ans que je fais de l'intervention. Mais j'étais peut-être moins centré sur ce qui se passe en Suisse, en essayant plutôt de travailler sur ce que je faisais ici à Montréal. Quand j'ai commencé à mettre en route quelque chose en Suisse, ben là, ça marchait pas comme je voulais. Une des premières choses qui n'a pas marché comme je voulais, c'est que j'ai demandé à Alain de venir un coup pour un congrès, où il a présenté ses travaux. Puis en fait, je m'attendais à ce que les gens disent « Waouh, ça nous fait avancer ». Puis en fait, la plupart, ouais, faut voir, c'est pas terrible, ça nous inquiète, on n'aime pas ça. Je me suis dit, ben là, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas, cette affaire-là. Ce qui fait, quand on m'a dit, tiens, tu pourrais faire quelque chose pour l'IRSPUM, je me suis dit, ben, on est en santé publique, on a les mêmes problèmes en santé publique. Est-ce que la santé mentale au travail est un problème de santé publique? On pourrait commencer à dire que oui. Et puis, je trouvais que c'était intéressant de se poser la question du contexte social, organisationnel, dans quelle mesure il nous implique, ou il nous empêche, ou il nous limite dans nos actions, puis il nous oblige à réviser la manière dont on le fait. Alors c'est ça que je voulais partager avec vous. Ce n'est pas une puissante réflexion scientifique, par contre c'est une réflexion ancrée dans la pratique et le quotidien que je vis en Suisse quotidiennement. Je me suis dit que c'était une bonne occasion aussi de vous poser un peu le contexte helvétique, que vous voyez un peu de quoi c'est fait, puis pourquoi on raconte que la Suisse c'est ça. Mais c'est vrai, c'est ça, vous allez voir, mais ça nous fait faire des choses bizarres par ailleurs. Alors entrons-y. Alors voici M. Guillaume Tell à notre gauche, le chocolat, les montres et la Banque suisse. En Suisse, 8 millions d'habitants, 6 millions de germanophones. Donc vous connaissez le problème des anglophones et des francophones au Québec, ben, c'est pareil en Suisse, sauf que ça parle allemand de l'autre barrière. 1,5 million de francophones, 0,5 million d'italophones, et puis 20 000 romanches, c'est un peu nos autochtones, là, c'est dans les montagnes, ils parlent une langue que personne ne comprend vraiment. Bon, 26 cantons, on est champion du monde des provinces, nous on est 7 millions, mais on n'a pas une province, on a 26 provinces dans 7 millions. Puis à l'intérieur de ça, on a 2324 communes au 1er janvier 2015. Donc la Suisse est morcelée avec un niveau communal, cantonal, l'équivalent des provinces, et fédéral. Et on a à chaque fois des niveaux hiérarchiques qui sont représentés avec un exécutif, un législatif, etc., etc. Donc on est champion du monde de la démocratie. Là, ça nous coûte un bras, mais qu'est-ce que c'est beau. En 2014, on est riche en Suisse, vous savez ça. En 2014, salaire médian, 6 189 francs, soit à peu près 8 100 $ canadiens. Fait que vous êtes tous en train de vous dire « Waouh, putain, ils prennent du fric en Suisse, c'est bien ». Mais il y a 2-3 petits détails pratiques. Le loyer moyen en Suisse, en 2015, à Genève en particulier, à peu près 1 500 francs pour un 3 pièces, mais c'est un 3 pièces en Suisse. Enfin, à Genève, en l'occurrence, la cuisine est comprise dans le 3 pièces. Donc, il vous en reste plus que 2 pour habiter. Mais là, on est quand même à 1 500 pièces. Assurance maladie, c'est une assurance que vous payez chaque mois. Donc, ça vous coûte 500 pièces par mois, par personne. Et donc, quand vous avez une famille de 4, là, déjà, ça fait 2000 pièces. Je vous ai fait un petit décompte, là, pour voir ce que ça donne quand vous êtes un couple avec 2 enfants. 1 500 pour le loyer, 4 fois 500 pour les 2000 par mois, panier de l'aménageur, etc. Bref, vous arrivez à faire exploser le budget, même en étant largement au-delà des 6 000 dont je parlais tout à l'heure. Donc, oui, on gagne bien notre vie, mais ça coûte cher. On va voir que ça a des effets et que ça produit un certain nombre de choses. Prenons nos 4 représentants. Je vais commencer avec Guillaume Tell. Alors, Guillaume Tell, c'est un personnage légendaire de la Suisse. L'histoire, c'est qu'à l'époque, il y a un bailli des Habsbourg, donc des Allemands, qui dirigeait la Suisse à ce moment-là. Hermann Gessler a fait ériger un mât surmonté de son chapeau en exigeant que les gens qui passaient dans le village saluent le chapeau. Guillaume Tell, en bon helvète révolutionnaire, s'est opposé à ça. Et puis du coup, il a eu comme punition de devoir tirer à l'arbalète sur une pomme qui était sur la tête de son fils. Et donc, c'était la tête ou le fils, la pomme ou le fils. Et donc, Guillaume Tell était un grand tireur d'arbalète. Il a effectivement fait le tir dans la pomme, mais ultérieurement, il s'en est pris à Gessler, qui l'a liquidé aussi d'une flèche en plein cœur. Bon, ça date quand même d'un certain temps, là, c'est pas la semaine dernière. Ceci dit, ça veut dire que l'histoire de Guillaume Tell fonde la Suisse. Alors ça fonde comment? D'abord, vous connaissez ce symbole probablement, vous avez déjà dû voir. Ce truc-là, le Made in Suisse, c'est ce qui vous fait payer vos montres très cher. Et donc tout ce qui est produit en Suisse a généralement ce label-là. Et puis ce label a un symbole. Et puis ça, alors ce que je vous écris là, c'est tiré de swisslabel.ch, qui est l'organisme qui gère le label Swiss Made. Et puis ils disent que, alors c'est du français fédéral, on appelle ça comme ça en Suisse, c'est quand c'est traduit de l'allemand puis que ça fait des drôles de choses, mais ça ressemble à peu près à ça. C'est un symbole de valeur de confiance, qualité, sécurité, fiabilité, sens des réalités, indépendance et liberté. Bon voilà, vous savez tout des Suisses, ça ressemble à ça.
en gros. Et puis ce qui est amusant, c'est qu'un peu plus loin, il est dit que les membres de Suisse Label s'engagent pour un entrepreneuriat libre et responsable pour se protéger des interventions étatiques inutiles. Ça aussi, ça vous parle de la Suisse. L'État, on s'en méfie là. Pas trop d'État. Hein, on ne veut pas qu'il y ait trop de monde qui embarque là-dedans. Donc ça sous-tend le monde du travail en Suisse. À savoir, c'est un pays où il y a beaucoup d'indépendance. C'est issu du monde agricole, la Suisse. C'est un pays agricole dans les montagnes. Là. Venez pas nous dire, Berne est la capitale fédérale, mais c'est très connu que dans les vallées alpines, on fait ce qu'on veut, puis si Berne dit quelque chose, ben, il s'arrange avec ce qu'il pense. Mais dans les vallées, on fait ce qu'on veut, puis dans les montagnes, on fait ce qu'on veut. Donc l'indépendance et la distance de l'État est assez forte, on s'en méfie. Beaucoup d'éléments autour de la fiabilité, la confiance. Ça, c'est quand même des valeurs très suisses. Il y a peu de contrôle. On part du principe que les gens sont honnêtes. Les Suisses sont naïfs, des fois. Ils laissent leur voiture ouverte. Quand ils viennent à Montréal, ils font une fois l'expérience, mais ils ne réalisent pas tout de suite. Ils croient qu'on ne va pas vous voler parce que vous laissez votre voiture ouverte. Très souvent, dans le train en Suisse, les gens laissent leurs affaires, vont aux toilettes et reviennent. Oui, mais entre-temps, il y a des mecs qui se baladent, qui s'arrêtent, qui passent, etc. Tu peux tout te faire piquer, là, mais ils n'ont pas encore... ça prend du temps, ce truc-là. Respect de ses engagements, c'est des gens loyaux, souvent. Et donc, ça fait partie d'une culture où respecter ses engagements, être honnête, c'est une valeur très suisse. Alors que dans d'autres endroits, par exemple, savoir se débrouiller. Quand vous allez dans des États qui sont plus des États pauvres, la valeur savoir se débrouiller, c'est pas mal plus important que d'être honnête, là. Ce qui compte, c'est que tu t'en sortes. Et je vois des gens qui sourient, il y a des endroits où c'est vraiment ça, là. La survie, c'est bien plus important que d'être riche, que d'être honnête. Donc ça amène certaines choses. Ça nous amène, par exemple, des drôles de choses dans les trains. Quand vous montez dans le train en Suisse, il n'y a pas de contrôle nulle part. Vous montez sur le quai, vous montez dans le train, vous voyagez. Puis là, il y a un contrôleur qui passe. Alors bon, des fois, vous faites avoir. Mais disons, la majorité des gens qui ne sont pas issus d'une culture, honnêteté, etc., bah, ils ne prennent pas de ticket, puis ils voyagent gratuitement, puis ça va aussi. Bon. Ça nous amène aussi à un autre truc, c'est que Guillaume Tell, c'est un bon papa. Il incarne la valeur de la famille, du père, qui protège son fils. Et puis les employeurs en Suisse, c'est des bons pères de famille. Vous avez vu, ils ont une arbalète comme symbole. Ben, le bon père de famille. La culture suisse est très centrée sur le bon père de famille. Pire que ça, en 1934, après, il y a eu des émeutes et des grèves, enfin beaucoup de difficultés financières, comme tout le monde après la crise de 29. Là. Et en 1934, la Suisse a mis en place ce qu'ils appellent la paix du travail. La paix du travail, en gros, c'est vous, employeurs, vous êtes bienveillants, vous mettez des conventions collectives en place, puis vous protégez vos travailleurs. Puis nous, les travailleurs, en échange, on ne fera pas la guerre, puis on ne fera pas la grève. Et donc, certains vous diront c'est un mythe. Dans les faits, pour avoir vécu à Montréal quand même 15 ans, j'ai pu voir que c'est pas mal plus calme en Suisse qu'ici. Là. Et on n'est pas du tout dans une logique de confrontation. La relation au travail, on fait confiance à l'employeur, on l'aime. C'est pire que ça. Se syndiquer, c'est quelque part une atteinte à cette relation-là. Il y a un implicite qui est qu'on s'apprécie. Vous devez avoir confiance dans votre employeur. C'est votre papa, là, il s'occupe de vous, il prend soin de vous. Et là, vous syndiquez, ça sous-entendrait que vous ne lui faites pas confiance. Ça commence pas bien. Et donc, on n'a pas la syndicalisation automatique comme c'est le cas au Québec. Les gens syndicalisent relativement peu. Et puis, on a des taux de syndicalisation qui sont non seulement faibles, mais qui sont peu représentatifs de la relation dans le travail, parce que c'est beaucoup fonction de jusqu'à quel point je vais me mettre en opposition avec l'employeur, ce qui n'est pas la position de départ. Alors qu'ici, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur ce qui se passe là. La logique de confrontation prédomine d'une certaine manière. On part du principe qu'il va falloir protéger les travailleurs contre le méchant employeur, si j'ose dire. Et réciproquement, l'employeur va devoir se battre contre les syndicats pour être capable de faire. Cette logique de confrontation n'existe pas du tout chez nous. Ce fait que le syndicat est un partenaire qui est soit inexistant, soit peu présent, soit très bienveillant et beaucoup dans le consensus. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Je ne suis pas en train de juger de la valeur des choses. J'essaie juste de vous poser un portrait de notre Helvétie nationale et pourquoi, quand je veux parler de risques psychosociaux, je trouve ça pas mal plus compliqué. Ou disons, ça m'oblige à revoir complètement mon mode d'intervention. Je dois faire les choses autrement. Liberté, l'employeur ne s'occupe pas de la vie privée des employés. Ça, c'est une valeur très forte. L'employeur ne s'occupe pas de la vie privée des employés, ce n'est pas son boulot. J'ai essayé de présenter les PAE, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai essayé de montrer ça sous tous les angles. Ça passe pas. Les gens ne voient pas l'intérêt d'un PAE, ce n'est pas le boulot de l'employeur. Les employés se débrouillent avec leur vie privée, puis les employeurs gèrent les problèmes de travail. La conséquence, c'est quand vous intervenez, tous les problèmes privés qui seraient normalement gérés par le PAE, là, vous les retrouvez dans vos interventions organisationnelles. Elles viennent parasiter vos interventions. Ce qui pose pas mal plus de problèmes, ou qu'il est, une fois de plus, je vous dis, ce n'est pas une question de bien ou pas bien, c'est juste une question, tiens, la perspective est complètement différente. Quand j'arrive au Québec, il faut que j'ai le syndicat autour de la table, parce que je vais de toute façon me planter si ce n'est pas le cas, puis deux, je m'attends à ce qu'à peu près tout ce qui touche au personnel est réglé par le PAE. Quand j'arrive en Suisse, il n'y a pas de syndicat autour de la table. Quand je propose de syndicat, ils sont morts de rire, ils ne voient vraiment pas pourquoi je veux faire ça. Ça n'existe pas, c'est pas intéressant, parle-nous pas de ça. Ou juste peut-être sur un plan social quand on ferme la maison. Mais autrement, non, il n'y a aucun intérêt à faire ça. On va discuter avec l'employeur, c'est tout.
Puis là, tous les problèmes privés, ils réémergent parce qu'il n'y a pas du tout de prise en charge externe. La liberté du commerce, ça c'est une valeur forte aussi. Vous avez vu, l'État, on s'en méfie. Donc on n'a pas d'ordre professionnel. Les seules professions, il y a très de rares professions. Une, c'est les médecins. Ça c'est à peu près régenté quand même. Tout le reste, il n'y a pas d'ordre professionnel. Moi je suis psychologue. Vous pouvez demain matin, si vous n'êtes pas psychologue, vous pouvez arriver en Suisse et dire que vous êtes psychologue, aucun problème. Vous ne pouvez pas être psychologue FSP, Fédération Suisse des psychologues. Mais c'est le FSP qui dit que vous êtes suisse, organisé, standardisé, etc. Sinon, vous pouvez vous dire psychologue. C'est tout récent que les psychothérapeutes ont une... Chez nous, c'est un peu l'inverse. Ici, le psychologue est un peu plus que le psychothérapeute, enfin historiquement. Là. Chez nous, les psychologues sont vraiment des psychologues, puis les psychothérapeutes ont une formation supplémentaire pour la prise en charge clinique dans le cadre de psychothérapie. Et donc, les deux ont des titres de reconnaissance, mais vous n'avez pas d'obligation. Vous pouvez vous annoncer psychologue demain matin. Si vous n'avez aucune formation, ce n'est pas un problème. Idem pour les RH, idem pour tout ce que vous voulez. Ça nous embête. Ça rend difficile. Disons, la distinction entre le bon grain et l'ivraie est pas mal plus compliquée à faire. Qui livre quoi? La perfection est un minimum. Vous aurez compris que si vous êtes Guillaume Tell et que vous visez la pomme, là, il ne faut pas vous rater. C'est des travailleurs. Les Suisses sont des travailleurs. On travaille 42h30 par semaine en standard, ce qui fait quand même pas mal plus que les 35 heures qu'on avait ici. Ça, c'est des choses que je regrette un peu. Bon. Il faut voir que la Suisse est un pays... Vous savez que la Suisse a mis en place la réforme avec Calvin en particulier. Et donc la réforme qui a été faite par Luther, donc le protestantisme, l'introduction du protestantisme, a été explorée par Max Weber dans le domaine de la sociologie, dans ce qu'on appelle l'éthique protestante du travail. Ce que ça dit, cette affaire-là, c'est qu'en fait, le Suisse gagne son salut par le travail. Ça fait partie de nos cultures. C'est notre historique à nous. Puis contrairement à ce qui s'est passé ici, notre Constitution commence par ça, mais c'est toujours assez fort quand même. C'est au nom de Dieu Tout-Puissant. Et donc la présence de la religion en Suisse, même si ça ne veut pas dire un activisme religieux très important, ça reste un repère important. Ici, on est plutôt en train de se dire, OK, comment j'évite ce repère-là? Comment je me mets en opposition à ce repère? Chez nous, pas tant que ça. Ça reste un repère. Et donc, de bien travailler, d'être honnête, d'être généreux, etc., ça fait partie de la culture. Donc, en conséquence, pas de travail le dimanche, pas de jour férié. Donc, chez nous, on a une démocratie directe, donc on peut avoir des initiatives pour demander des changements dans la loi ou dans la Constitution, que la population peut demander. Je reviendrai peut-être si j'ai le temps là-dessus. Mais là, ça veut dire que ça fait 3 fois de suite, par initiative, que le milieu économique revendique l'ouverture le samedi, le dimanche, la nuit. Et ça fait 3 fois de suite que le peuple refuse. On veut que les gens soient en famille le dimanche. Je répète, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Là, peut-être qu'ici, on devrait y penser des fois. Les commerces ne peuvent pas ouvrir le soir non plus. Bon, alors le problème, c'est qu'évidemment, il y a des stations-service qui ont juste obtenu des dispenses particulières. Sinon, si vous n'avez pas fait de course, là, vous êtes dans la merde. Ça va pour la première partie? Le chocolat. Je n'étais pas sûr que vous ayez tous testé ça. Quand même. Vous faites suivre. Profitez. Alors, c'est un véritable produit helvétique. Qu'est-ce qu'on fait avec le chocolat en Suisse? Vous avez déjà goûté du chocolat suisse, je vous en ai ramené des exemples. Une particularité du chocolat, je trouve que ça reflète typiquement la Suisse. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le chocolat, l'essentiel des ingrédients ne sont pas en Suisse. Les Suisses, on est assez champions pour exploiter, entre guillemets, ce qui se fait bien sur la planète et puis le faire bien chez nous. Et donc, on a des conditions qui sont intéressantes, mais c'est rare que les choses soient vraiment faites chez nous. Elles sont développées, elles sont améliorées, elles sont reproduites, mais c'est pas mal des ressources extérieures qui asseyent la richesse helvétique. On n'a pas de colonie, par exemple, mais néanmoins, c'est comme ça que ça marche. Beaucoup de travailleurs immigrés en Suisse, mais il leur reste à vie chez nous, parce que le passeport est à peu près impossible à obtenir. Et donc, les gens restent dans des situations d'immigration très longues. Beaucoup de statuts précaires dans des milieux spécifiques. Travailleurs saisonniers. L'Union européenne met beaucoup de pression avec la libre circulation des personnes. Mais voyez, par exemple, en Suisse, le 9 février 2014, les milieux économiques avaient dit « il y en a marre, on ne veut plus qu'il y ait la possibilité de profiter de la libre circulation ». Je reviendrai sur cet effet-là. Et donc, on a une initiative qui a dit « c'est fini la libre circulation des personnes ». Sauf que l'Europe nous a dit « là, les petits amis, vous avez signé une convention avec l'Europe, soit vous la respectez complètement, soit on la dénonce complètement ». Et dénoncer complètement, ça veut dire beaucoup de choses. Là, il n'y a plus un avion suisse qui se pose en Europe pour prendre des passagers. C'est un exemple, mais il y en a pas mal d'autres de ces problèmes. Donc là, on est tous en train d'attendre quelle grande idée ils vont réussir à trouver pour passer outre ce problème-là. Mais c'est pour dire que libre circulation des personnes, ça ne marche pas fort. Donc dans l'agriculture, la construction, par exemple, c'est des milieux où c'est difficile. Genève, par exemple, le canton de Genève, on a 11 inspecteurs pour surveiller 11 000 entreprises. Bon, c'était les chiffres il y a peut-être 2 ans quand j'en ai parlé avec l'inspectorat. Donc ça fait pas mal confiance à l'employeur parce que
On n'a pas le temps de beaucoup visiter. C'est vraiment la limiter les interventions étatiques inutiles. À quoi ça sert de contrôler, là? Les employeurs vont faire leur travail, c'est correct. C'est bon. Bon. Les montres. Historiquement, les montres, c'est les paysans de montagne qui ont commencé ça. Ils ont fait ça parce que l'hiver, ils ne savaient pas très bien quoi faire. Moi, j'ai vécu longtemps en montagne en Suisse. Là. Ça ressemble au Québec. Là. C'est juste un apprentissage intéressant pour venir au Québec. Il y a beaucoup de neige, on ne peut pas faire grand-chose. Il fait froid, puis on s'encabane, puis on attend que ça se passe. Bon, ben c'est ça. Puis ils faisaient des montres parce qu'ils ne savaient pas très bien quoi faire d'autre. Dans l'industrie et les services, ça ne marche pas si mal. On a des conventions collectives. Donc là, la gestion de la santé des travailleurs, et en particulier la santé mentale, c'est pas mal fait, ça va bien. Surtout pour les risques traditionnels, physique, chimique, biologique, là, on est correct. Les employeurs prennent soin de leurs employés. Ça, c'est vrai. C'est une réalité. Puis regardez, c'est assez rigolo. Je n'ai pas eu besoin de chercher pendant 3 semaines. Là, j'ai vu juste le journal il y a 2 semaines. C'est même celui du 12 mai. Je vais vous dire, c'est pas vieux. Vous reconnaissez peut-être le monsieur. Si ce n'est pas le cas, je vous présente Nicolas Hayek. Nicolas Junior, enfin Nick Junior. Alors lui, c'est le président de Swatch, le plus grand groupe mondial d'horlogerie. À côté, sa sœur, Naya. Et puis, dans le journal, là, il y a quelques jours, il nous dit « Ouais, ça va mal l'économie. Vous savez qu'on a un franc très fort. Alors, c'est rigolo pour venir en visite au Québec, mais pour exporter, c'est pas fort. » Alors, voilà ce qu'ils ont dit. Comme par le passé, la réduction du personnel en temps de crise n'est pas à l'ordre du jour chez nous. Vous connaissez beaucoup de firmes qui vous annoncent ça comme ça. Ça, c'est une logique d'Helvète, là. N'importe quelle entreprise vous dirait « C'est débile. On vire le monde quand il n'y a plus de travail, puis on le reprend quand on a besoin de travail. » Pas en Suisse. Les salaires suisses étant très élevés, il n'y a pas vraiment de job-in chez nous. On vous demande une valeur ajoutée élevée, et donc quand vous êtes très formé, ça marche bien, ça attire du monde parce qu'évidemment les salaires sont bons. Le problème, c'est qu'est-ce qui reste pour les autres? Tous ceux qui sont moins bons, l'accommodement raisonnable n'existe pas comme tel, et donc le chasse-neige passe, et puis il y a ceux qui restent sur le bord de la route, là. Puis ça fait pas mal de dégâts. Travailleurs saisonniers, j'en ai déjà parlé. Le syndrome du plombier polonais. À cause de Schengen, et donc les accords européens, n'importe quel travailleur de l'Union européenne peut venir travailler en Suisse, et l'employeur ne doit que respecter les conditions de travail qui sont du pays d'origine. Et donc vous avez toutes les semaines, en début de semaine, des Roumains, des Polonais, des gens comme ça qui montent dans des cars, qui viennent en Suisse, qui viennent travailler au fouet pendant 10 jours, ils bossent à fond, respectent plus ou moins les conventions collectives, là, puis après ils repartent, ils vont ailleurs. Puis ils font de la concurrence déloyale à l'économie suisse, aux travailleurs suisses en particulier. Ces gens-là sont très mal protégés, même si évidemment, on a appelé ça les mesures d'accompagnement. Ça a tellement bien marché qu'il y a une initiative qui a dit ça suffit, dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc le syndrome du travailleur polonais, on a beaucoup de travailleurs qui viennent de l'extérieur, qui sont soumis aux règles normalement helvétiques, mais qui sont dans des processus de sous-traitance et qui ne sont pas très bien protégés. Toutes les multinationales qui sont eux, ils n'ont pas la culture suisse. Là. Ils arrivent, ils s'installent, ils recrutent, ils font ce qu'ils ont à faire. S'ils trouvent mieux ailleurs, ils ferment, ils partent, ils vont ailleurs. Et puis ils licencient le monde sauvagement. Donc ça, c'est les environnements où la santé au travail n'est pas très, très satisfaisante. Puis les montres, ça évoque tellement le conservatisme. Enfin, moi, j'ai commencé ma carrière en travaillant dans un centre de recherche horloger. Et donc, vous prenez chacune de leurs valeurs, puis si vous la poussez à l'extrême, elle devient moins marrante. Et puis c'est vrai, en Helvétie, c'est pas mal ça. Puis ça, je pourrais faire pareil avec le Québec. Hein. Je vous dis juste là, les valeurs qu'on a, nous, typiquement la tradition, c'est fort. Mais la tradition, si vous la gardez trop, ça va au conservatisme. Et puis on a une tradition très machiste en Suisse. Puis là, mon épouse serait là pour vous dire ce qu'elle en pense. Mais c'est sans comparaison. Là. La place des femmes, le plafond de verre, il est pas mal plus bas que ce qu'on vit ici. Les femmes n'ont pas du tout la même place. Puis c'est complètement intégré. Les hommes sont convaincus que c'est plus efficace que les femmes. Là, c'est pas vraiment de doute. La rigueur, qui nous amène à une certaine rigidité. On est quand même dans une culture très forte de germanophone. La précision, qui nous amène à un certain perfectionnisme un peu obsessionnel. Le respect de la règle, qui pourrait arriver à la soumission à l'autorité, au règlement. Et donc ça, c'est aussi une chose en Suisse, on s'attend beaucoup dans la gestion du personnel. Quand je vous dis que c'est comme ça qu'il faut faire, vous allez faire comme ça, puis c'est tout. C'est juste normal. Je ne m'attends pas à ce que vous fassiez autre chose. Le concret, le matériel, c'est des fois difficile de remonter le niveau de la réflexion de ce point de vue-là. Dernier point, les banques. Je ne veux pas faire un long laïus sur les banques, surtout que vous avez tout lu sur cet aspect-là. C'est juste de la game commerciale. Si vous savez pas ça, là, revoyez les articles, parce que vous allez voir, les Anglais ont Jersey, Guernsey, les Américains ont les Barbades. Bref, chacun a son petit royaume, sauf qu'ils ont des colonies. Alors, ils les ont cachés à différents endroits. Nous, on est obligé de le garder à la maison, ça faisait pas très sérieux. Mais on a tous son royaume pour faire de l'optimisation fiscale. Ça, c'est juste une question pratique. Et donc, c'est la game commerciale. Il y a quelques éléments qui font que les gens continuent à venir en Suisse. 700 ans d'expérience de neutralité et de paix. Il n'y a pas de conflits sociaux, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. La fossilisation a l'avantage que ça ne bouge pas beaucoup, et donc on ne se bat pas.
La démocratie directe permet de résoudre les problèmes. Pas de carré rouge dans la rue pour faire tomber les gouvernements. Non, non, non. Chez nous, c'est plus simple que ça. Vous lancez une initiative populaire et puis on vote. Alors, on vote souvent. Là, ce week-end, on vote. Il y a 5 sujets sur toutes sortes de trucs. Mais ça a l'avantage qu'on n'est pas dans la rue à faire la révolution. La manière de faire la révolution, vous faites signer une initiative, puis vous faites un vote. On verra bien qui dit quoi. Représentation proportionnelle au gouvernement, toujours. Donc, vous en avez 2 de droite, 2 de gauche, 2 du milieu. Puis ils sont 7. Il y en a un qui traîne, là, en général, d'un bord ou de l'autre. Puis ils votent, ce qui fait que c'est 4 contre 3, 3 contre 4, etc. Et donc, ça bouge très très peu. Contrairement à ici où gouvernement libéral, gouvernement PQ, gouvernement libéral, et puis on fait ça tous les 4 ans, grosso modo, sinon il ne fait pas tomber avant. 2 réalités différentes, mais une grande stabilité chez nous, évidemment. Le grand capital SA, il ne faut pas rêver, là. Il y a des gens qui gèrent des fortunes en milliards. Ils ne sont pas fous, ceux-là. Quand ils ont besoin de faire du lobbying, ça marche. Là, l'initiative qu'on vote ce week-end, il y avait 60% d'avis la semaine dernière. Ils se sont mis au travail, il a 5% de remontée en une semaine. On se comprend que la population... je ne vous fais pas un cours de psychosocial, vous connaissez ça, là. Mais disons, ça marche. Donc les extrêmes sont vite calmés. Ils ne sont pas fous, là. La paix sociale est garant de l'avenir du pays, de l'avenir économique. Donc, le levier chez nous, c'est est-ce que ce qu'on est en train d'étudier comme phénomène serait susceptible de mettre en déséquilibre la place suisse qui, vue de l'extérieur, est un bon coffre-fort et qu'on n'aimerait pas mettre ça en danger. Ça, c'est du levier. En santé publique, vous voyez de quoi je parle? C'est intéressant comme perspective quand même. Ça veut dire que le levier n'est pas l'endroit où on pourrait imaginer là. Donc si je résume, un monde du travail exigeant mais qui paye plutôt bien, au moins vis-à-vis de l'extérieur, vous avez une valeur ajoutée vers l'extérieur qui est intéressante. Population travailleuse, exigeante envers elle-même et pacifique, pas de véritable contre-pouvoir au patronat. La base législative est toujours le fruit d'un consensus que je qualifierais de mou, parce que pour les raisons que j'ai évoquées. Puis des évolutions, jamais vraiment de révolution. Alors je reviens juste un petit aspect sur les aspects législatifs. Ce qui m'intéresse, ma thématique du jour, c'est la prévention des risques psychosociaux. Qu'est-ce qu'on a au niveau des aspects législatifs? Pas de charte des droits et libertés. Et donc ça implique pas d'accommodement raisonnable. En santé au travail, vous savez comme c'est important quand on intervient de pouvoir revendiquer des accommodements raisonnables qui nous permettent effectivement... On se souvient que la jurisprudence nous dit que dans les risques psychosociaux, les problématiques d'addiction, toxicomanie et les problèmes de santé mentale sont des handicaps, donc doivent être accommodés. Donc ça change complètement la manière... Ça donne un contre-pouvoir pour aller travailler avec les employeurs qui est sans comparaison. Là, je ne l'ai pas du tout. Rien du tout de ça. Excusez, je prends un petit coup à boire. La notion de contrainte excessive, qui sans être un concept de droit, est un concept de jurisprudence, n'existe pas non plus. Je n'ai pas d'article contre le harcèlement. Et donc, quand c'est du harcèlement, il faut arriver à démontrer que ça en est. Comme c'était ici avant, là, avant les articles 80 et suivants, là, on n'était juste pas capable de le faire, on est pris avec ça. Pas de loi C21. La C21, je peux vous dire, quand c'est rentré en vigueur, vous voyez de quoi je parle? Les codes criminels, les articles 215 du code criminel qui disent que lorsque l'on met en danger la santé ou la vie d'une personne en n'ayant pas pris les mesures qu'il fallait prendre, toute la ligne hiérarchique jusqu'au PDG est pris en responsabilité. Je peux vous dire, je bossais chez Hydro à l'époque comme consultant. Là. Quand ils ont rentré la loi C21, ça n'a pas fait long que le PDG nous a appelés pour vérifier à santé-sécurité comment ça marchait, puis jusqu'à quel point il était impliqué s'il y avait un accident. C'est des sacrés leviers de gestion, ça. Là, on l'a pas. Peu de syndicats. Qu'est-ce qui fait que souvent dans les organisations, on prend en compte les problèmes de santé au travail et de santé-sécurité et de santé mentale? C'est parce qu'il y a le syndicat qui pousse. Mais là, il n'est pas présent, il n'est pas autour de la table. C'est même pas qu'on ne veut pas le prendre. C'est juste, ça ne fait pas partie de la place. On ne sait pas quoi faire avec ça. Pas d'ordre professionnel, ce qui fait que je suis difficilement en mesure de justifier la présence d'un professionnel particulier. On a quoi alors? On a une CSST, ça s'appelle la SOUVA chez nous, mais que dans les risques traditionnels, risques physiques, chimiques, biologiques. On a une directive MSST qui est entrée en 2000, qui est entrée en 2000 et qui m'a amené à faire de l'hygiène industrielle en 98, parce que c'était dit faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l'exige. Je m'étais dit, yes, on va rentrer par là. Obligation de faire appel à des spécialistes pour les risques physiques, chimiques, biologiques, psychosociaux. Je m'étais dit, on va faire tout ça. Donc je me suis formé en 2000 avec une maîtrise en santé là-dedans, puis j'ai essayé de travailler dans ce volet-là. Sauf que la MSST, quand le règlement d'exécution a été mis en place, ça ne reconnaît pas les psys du travail, les infirmières du travail, les conseillers RH, les ergonomes, bref, tout ce qui gère des risques mous n'est pas reconnu. That's it. Et donc, on n'a aucune légitimité d'intervention parce qu'on n'est pas des représentants de MSST.
Donc on a quoi pour gérer ce truc-là? L'article 6 de la loi sur le travail, qui est aussi rentré en 2000, il y a quand même 16 ans là, mais qui dit qu'il faudrait autant que possible préserver les travailleurs menacés de la santé et du surmenage. Bon, on va faire ce qu'on peut. Hein. C'est ceux qui essayent, c'est ceux qui n'y arrivent pas là. Protection de la santé et garantir la santé physique et psychique, ça c'est sur l'ordonnance sur la loi sur le travail 3. Donc c'est un peu ça nos outils. On travaille avec ça. Donc pas vraiment de pression, pas de contre-pouvoir, pas de base législative très solide. Ok, on va mettre quoi en route? Vers qui on se tourne? Donc ça repose essentiellement sur des initiatives spontanées. La SOUVA ne le fait pas, c'est pour ça que je l'ai barré. Chez nous, ceux qui ont le plus travaillé là-dessus, c'est le secrétariat à l'économie, un organisme fédéral qui est plutôt garant de la place de l'économie suisse, disons des organes, du fonctionnement de l'économie suisse vers l'interne et vers l'externe. C'est bizarre que c'est eux qui ont pris ça en charge, mais personne ne le prenait. Promotion Santé Suisse, qui est un organisme para-étatique, qui fait de la promotion plus ou moins. Les offices cantonaux de l'inspection, mais vous comprenez qu'ils sont censés inspecter. C'est difficile que l'inspection soit en même temps celui qui fait la promotion de la prévention. C'est un peu, disons, ça fait un drôle de rôle. Là, récemment, Fédération des entreprises romandes, c'est l'employeur. Et donc, si les entreprises jouent le jeu, donc l'enjeu, c'est quoi? C'est de faire un lobbying auprès des employeurs pour leur dire, regarde, ça vaut le coup de le faire. À l'époque, il y a une quinzaine d'années, j'ai essayé d'amener ça sur le plan financier. Alors, je vous parlais d'Hydro. Chez Hydro, quand j'étais chez eux à ce moment-là, on a essayé de le rentrer avec le coût de l'absentéisme pour raison de santé mentale. Le coût complet de l'absentéisme chez Hydro à ce moment-là, c'était de l'ordre de 300 millions. Mais là, cette année-là, Hydro a fait 4 milliards de bénéfices. Regarde, va voir le PDG en lui disant, regarde, il y a 300 millions de frais d'absentéisme, et puis en gros, je peux en ramasser 10% si je suis correct, là, puis efficace, ça veut dire 20-30 millions. Bon, regarde, il ne va pas le faire tomber de sa chaise avec ça. Donc, ça marche pas, le levier financier ne va pas suffire, là, c'est sûr que non. Un autre obstacle que je rencontre, c'est l'aspect scientifique. Je vous ai dit qu'on avait une influence germanique. Chez nous, les professeurs qui ont travaillé sur la santé mentale étaient... J'ai quelques personnes, la Norbert Semmer, entre autres, qui est un professeur de Berne, qui a pris sa retraite, mais qui a été beaucoup dans le stress. Le site, depuis 15 ans, qui fait foi, c'est stressnostress.ch. C'est un truc qui est sur la prévention du stress. J'ai regardé, ils ont mis en place un questionnaire, je l'ai nommé le S-Tool. Là, vous avez la cote en bas, là, la référence qui est en bas. Vous pourrez aller cliquer là-dessus. C'est un outil où tous les auteurs qui sont utilisés dans les questionnaires sont à peu près pas ceux qu'on connaît. C'est tous des auteurs germaniques. Tu sais, je lisais, là je regardais, mais je connais personne. Karasek, c'est pas connu. Sigris, c'est pas connu. Isostrain, c'est pas connu. C'est d'autres auteurs. Probablement qu'il y a des choses similaires, mais c'est pas le même monde. Donc quand tu arrives des pays anglo-saxons avec des modèles, on sait juste pas de quoi on parle. Peu ou pas de tradition d'utilisation d'outils et de choses comme ça. On n'aime pas les outils, puis en plus chez nous ça marche pas très bien, parce qu'ici c'est français et anglais. Mais là chez nous, vu qu'il y a beaucoup d'immigration, puis que je disais c'est vraiment la population la plus fragile, il faudrait des outils en serbo-croate, espagnol, italien, portugais, grec. C'est ça les langues que les gens ont dans les milieux. Alors ils ont développé un outil, le S-Tool, qui a l'avantage d'être traduit en 9 langues, et qui donc permet ça. Sauf qu'il n'est pas validé en 9 langues, évidemment. Et donc on a un outil, oui, mais bon... Mais au moins, ça permet d'intervenir. Mais même avec le S-Tool disponible, il y a une firme récemment, j'étais vers eux, je leur ai dit, on pourrait utiliser le S-Tool, c'est le produit local, là, on va... Ouais, les outils, il faut voir, c'est pas vraiment ça. Bon. Un des éléments aussi intéressants, puis ça c'est plutôt du côté des chercheurs, on a une tradition psychodynamique, 2 jours est quand même très 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 présent dans la maison. Et donc les collègues, lorsqu'on leur parle d'autres choses, et des outils qui sont beaucoup plus, je prends les approches d'Alain, c'est pas mal plus compliqué là. Et donc on est beaucoup dans une tendance psychodynamique quand même, et un risque de psychologisation du problème. Puis là, veut pas, Vézina n'est pas passé par là. Et donc Vézina en 92, il a écrit « Donner un sens au travail », puis là il a amené le modèle intégrateur, puis il a dit « Regarde, il y a une responsabilité organisationnelle et individuelle ». J'ai eu le plaisir d'être invité par la fameuse fédération romande des entrepreneurs en mars 2016, et puis le thème c'était « Responsabilité des employés ou des employeurs pour les facteurs psychosociaux ». Question qu'on a plus ou moins réglée en 92 de ce côté-ci. De nouveau, c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste de constater qu'on n'a pas cet historique-là. On n'a pas cette réflexion depuis 20 ans que c'est une co-responsabilité employeur-employé puis qu'on doit le faire ensemble. Bon, alors comment je fais? Une des pistes que j'ai commencé à exploiter, puis je vais bientôt m'arrêter, j'ai commencé à miser sur les intervenants en me disant, eux, ils sont dans le milieu, ils sont capables de détecter les problèmes. Sauf que nos intervenants n'ont pas une formation uniforme et harmonisée dans ce domaine-là, puis on n'a surtout pas du tout les mêmes paradigmes. Et donc, ma proposition, c'était de mettre en place une formation au niveau maîtrise. Donc, je suis en train de travailler à essayer d'harmoniser les Suisses romands et les Suisses alémaniques autour d'un MAS
en human factor, un machin comme ça, là, quelque chose qui serait autour de la prévention des risques mous, qui permettrait de mettre un peu tout le monde autour de la table, en disant, puis ça c'est un truc que j'ai fait en 2000, quand je suis venu chez Hydro, c'était ça que je cherchais, il y a tous les intervenants de la santé-sécurité, sauf qu'on a tous des référentiels, ceux des risques durs, physique, chimique, biologique, ceux des facteurs psychosociaux, des risques mous RH, et puis ceux qui sont plutôt dans la santé comme tels, les médecins, les physio-ergo, etc. Ce qu'on aimerait, c'est ça, idéalement. C'est une perception globale de comment ces risques-là peuvent être évalués, analysés, faire de la prévention, mais de manière intégrée. Que ce ne soit pas des gens différents qui fassent ça, mais que tout le monde ait une perspective commune. Alors c'est ça que j'essaie de monter, c'est de voir est-ce qu'on peut mettre un master de spécialiste en facteurs humains qui serait un truc qui harmoniserait un peu les pratiques. Vu que le seul lieu d'intervention, c'est les gens qui sont en pratique eux-mêmes, est-ce qu'on arrive à donner du levier en ayant une approche plus intégrée, plus harmonisée? Parce qu'actuellement, vous avez les RH d'un bord, vous avez la santé-sécurité d'un autre et d'autres départements, puis ces gens-là ne se parlent pas, chacun y va de son truc. Concrètement, puis là, je ne vais pas rentrer dans le détail, juste vous dire que si je regarde la problématique santé-sécurité dans le domaine de la santé, des facteurs psychosociaux, en fonction de ce que font les gens, ils n'ont qu'une vision partielle du problème. En RH, on est beaucoup dans conception de la tâche, culture organisationnelle, caractéristiques du travailleur. Si je vais voir des gens qui sont dans la gestion des invalidités, ils vont me dire, regarde, c'est des indicateurs de présence au travail, c'est les caractéristiques des individus, c'est la conception de la tâche. Si je vais voir des psychologues du travail, ils vont me dire, non, c'est plutôt un problème d'évaluation de l'astreinte, d'indicateurs de santé, et puis derrière les caractéristiques individuelles, blablabla. Chacun y va de son modèle. Les ergonomes vont nous parler du travail prescrit, du travail réel, et puis de la distance entre les deux, etc. Fondamentalement, puis je pourrais encore parler avec les juristes, etc., je pense qu'une des choses qu'on devrait faire, c'est d'avoir un modèle commun intégré dans lequel tous les préventeurs, terme qui n'existe pas chez nous, font de la prévention, en ayant tous une vision commune de si je touche là, il se passe quoi là? Et qui est censé intervenir et comment j'harmonise ça? C'est une des pistes que j'essaye de mettre en place, sachant que quand je vais chez des clients souvent, puis qu'ils me disent on a un problème avec les problèmes de santé mentale, puis je leur dis ouais, je pense qu'on pourrait travailler sur la prévention des facteurs psychosociaux, former vos ressources RH, former vos gestionnaires à ces éléments-là pour avoir une détection précoce, etc. Ouais. Ben là, ça fait 2 fois de suite que je fais une offre de service dans ce sens-là, puis ça fait 2 fois de suite qu'ils achètent des consultants qui font des projets, des ateliers de gestion du stress. Et voilà. Donc, on pédale fort pour y arriver. En conclusion, à défaut de pouvoir changer le système comme tel, parce que c'est pas ça mon but, c'est juste de dire comment j'adapte mon processus d'intervention compte tenu de ça. Besoin d'une vision intégrée et globale des facteurs psychosociaux, je pense qu'on peut essayer d'y aller par là. Comme je vous disais, j'ai essayé de monter ça. Vu qu'on n'a pas d'ordre professionnel, ce qui serait bon, c'est d'avoir un titre commun. Alors, une des choses que j'ai fait au niveau européen, on a le titre d'ergonome qui est reconnu. Et j'ai pris la présidence du comité suisse de nomination sur le plan européen. Parce que ce qui est intéressant, c'est que tous les Européens ont à peu près le même type de problème dans les différents pays. On est 18 pays. Là, aujourd'hui, ils sont à Göteborg. Là, je ne suis pas avec eux, je suis avec vous. Mais disons, le but, c'est d'essayer de standardiser une formation en disant, quand tu es reconnu ergonome européen créé, tu sais un certain nombre de choses qui sont communes à l'ensemble de la profession. Ça pourrait être une manière de normaliser ça. Éviter les programmes mur à mur. J'ai beau essayer d'expliquer ça, là, mais les gens veulent toujours du mur à mur. Là, ils adorent les programmes du genre atelier de gestion du stress. Là, on m'a dit qu'il faudrait faire des conférences sur la gestion du stress pendant 2 heures à 600 personnes à coût de 60 par classe. Ouais, c'est entre midi et 2, puis on fait ça, mais ça, on sait ça va pas marcher. C'est documenté que ça va pas marcher. Mais c'est ça qu'ils veulent acheter. Prise en compte des facteurs hors travail. Les travaux d'Alain l'ont montré en long, en large et en travers. Comprenez qu'on part mal, vu que la tradition, tout ce que je vous ai dit sur la traduction, c'est pas mal implicite, cette affaire-là. On ne s'occupe pas de la vie de l'employé. Et donc, les facteurs hors travail, on fait comment la prévention sur ce machin-là, c'est pas la responsabilité de l'employeur. Et tu te souviens les réactions qu'il y a eu quand tu as présenté? Les gens étaient dans, là, c'est pas à l'employeur de gérer les problèmes privés, de quel droit il irait mettre le nez dans les affaires privées? Non, on veut juste qu'il tienne compte du fait que le privé existe. Non, c'est pas son boulot. Okay. Travailler à quantifier la contrainte objective, c'est pas déterminant. J'ai cité Piaget, ça fait longtemps que j'aime cette phrase-là, mais l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter, parce que, outre le fait de revenir dans mon pays d'origine, je m'étais dit, je remets les pantoufles et puis c'est reparti, je suis juste plus formé. Non, ça marche pas du tout comme ça, là, regarde, faut tout revoir le système, ça marche pas. Il faut le réadapter puis le réinventer en fonction du nouveau contexte. En tout cas, pour moi, c'était une découverte, puis j'avais envie de vous la partager. Voilà, merci beaucoup.